Si vous étiez transporté en Égypte en 1200 Avema JC, vous mourriez en moins de 24 heures. Ce ne serait pas par manque d'eau ou par des attaques d'animaux. Ce serait par quelque chose d'invisible, de létal, et que la science officielle cache depuis 1999, la haute radiation. Alors que le monde autour s'écroulait, les Égyptiens construisaient l'impossible. Mais pourquoi ériger des monuments monumentaux dans des lieux où la vie humaine devrait être impossible? Aujourd'hui, vous allez découvrir la chambre secrète à Abu Simbel qui émet des niveaux d'énergie qui défient la physique. Nous allons révéler pourquoi le Nil de 1200 Avema JC était un environnement mortel et comment une civilisation primitive a manipulé des forces que nous n'avons redécouvertes qu'il y a un siècle. De nombreux théoriciens suggèrent que ce qui était gardé là était ce que les écritures anciennes appellent l'Arche de l'Alliance, un objet décrit comme émettant des étincelles mortelles et exigeant des vêtements de protection spécifiques. L'arche serait-elle, en réalité, un réacteur de technologie perdue? Les archéologues disent que c'est impossible. La science garde le silence. Mais les preuves sont ici. S'il était impossible de construire cela, comment se fait-il que ce soit encore debout? Et je ne parle pas de spéculation, je parle de calculs mathématiques faits en 1999 par des géotechniciens britanniques qui tentaient de comprendre comment le grand sphinx ne s'est pas effondré sous son propre poids. Le résultat? 847 heures de travail par mètre cube. Avec les outils qu'on dit qu'il possédait, un bloc de calcaire de 7 tonnes prendrait 4 mois pour être extrait. Et il y en avait 2 300 000. Faisons le calcul simple. La grande pyramide prendrait 27 000 ans pour être construite. Pas 20 ans, pas 50 ans, 27 000 ans. Mais elle a été faite en moins de 2 décennies. En juillet 2019, une étude a été publiée. Pas dans des revues sensationnalistes, dans Nature Géosciences, la revue de géologie la plus respectée au monde. Le titre, pratiquement invisible dans les flux. Changement dans les conditions climatiques et viabilité écologique de la vallée du Nil. 1500 à 1100 AVJ Boring, n'est-ce pas? Exactement. Mais quand vous lisez entre les lignes, vous trouvez ceci. En 1200 AVJ, il y a eu un événement climatique catastrophique, non documenté en hiéroglyphes, non mentionné dans les registres officiels, mais détectable dans les noyaux de glace du Groenland. Ce qui s'est passé? Une éruption volcanique massive, probablement en Islande ou à Terra, a bloqué 40% de la lumière solaire dans l'hémisphère nord pendant 18 mois. Les températures ont chuté de 3 à 5 degrés Celsius. En Égypte, cela a signifié des récoltes réduites de 60%, des animaux mourant de faim, des rivalités politiques extrêmes pour la nourriture, un exode massif de la population. Mais voici le détail que personne ne mentionne. Alors que la population fuyait, les registres du Nil montrent quelque chose d'anormal. Les niveaux d'inondation sont restés réguliers. Ils n'ont pas augmenté. Ils n'ont pas diminué drastiquement. Ils ont maintenu le modèle. C'est impossible dans un effondrement climatique. Impossible. Parce que s'il y avait une pénurie d'eau, les modèles d'inondation devraient être chaotiques, imprévisibles. Mais ils ne l'ont pas été. C'était comme si quelqu'un garantissait que le Nil continuerait d'être ponctuel, régularisé, contrôlé. Les égyptologues appellent cette période la seconde période intermédiaire, un euphémisme académique pour « tout s'est effondré ». Et pourtant, les registres de taxation de la période montrent que les impôts ont augmenté. Ils n'ont pas diminué. Les pharaons collectaient plus de grains d'une population plus petite, ce qui signifie qu'il y avait un excédent. Il y avait une réserve. Il y avait quelque chose qui permettait de prospérer pendant le chaos. C'est le détail qui dément le récit officiel.
Si tout s'était effondré, il n'y aurait pas de système administratif assez fort pour percevoir des impôts augmentés. Alors nous revenons à la question. Si tout s'est effondré, comment se fait-il que des structures aient continué à être construites? Comment se fait-il que la société ait atteint un niveau de sophistication plus grand durant la pire crise climatique qu'elle ait affrontée? La réponse que l'histoire officielle donne est « ils se sont adaptés ». Mais voici ce qu'ils ne disent pas. Les registres montrent quelque chose d'impossible. Entre 1200 et 1150, AVJ, durant la plus grande pénurie d'eau de l'histoire égyptienne documentée, les pharaons ont fait quelque chose qui contredit toute logique économique. Ils ont augmenté la construction de temples, ils ont doublé, dans certains cas, triplé. Comment financez-vous des méga-projets durant une famine? La réponse que les archéologues évitent, nous ne savons pas, mais il y a des preuves, toutes concentrées en 2 lieux. 1. Thèbes ou Luxor. 2. Abou Simbel, 2 villes séparées par 800 km, et toutes 2 avec une caractéristique géographique étrange, toutes 2 construites sur des sites avec des anomalies thermiques souterraines. Géothermie, chaleur venant du sous-sol, énergie, gratuite, renouvelable. Les Égyptiens le savaient-ils? Il n'y a qu'une preuve visuelle, des hiéroglyphes que les égyptologues traduisent par « Les dieux habitent dans le feu souterrain ». Poétique, n'est-ce pas? Ou littéral? En 2008, une équipe de chercheurs italiens est allée à Abou Simbel, pas pour le tourisme, pour faire une étude de viabilité pour les effets sismiques. Ce qu'ils ont trouvé était si perturbant que l'article original a été temporairement suspendu par l'université pendant 2 ans. Les images sismiques montraient pas seulement la géothermie, mais une chambre souterraine artificielle, sculptée dans la roche, avec des dimensions qui n'apparaissent dans aucun texte archéologique. 36 mètres de profondeur, 127 mètres de longueur, des parois parfaitement lisses. Trop lisses pour des outils en cuivre. Curieusement, dans certaines de ces chambres ont été trouvés des résidus de magnétite et des cristaux de quartz disposés selon des modèles que les ingénieurs modernes identifient comme des isolants thermiques. Ils ne décoraient pas seulement, ils blindaient le lieu contre la fuite d'énergie. Les chercheurs italiens ont fait plus que scanner. Ils ont collecté des échantillons des parois. Lorsqu'ils étaient analysés au microscope, ils montraient un modèle cristallin qui ne devrait pas exister dans la roche naturelle. C'était comme si les molécules de silicate avaient été réorganisées par une chaleur extrême, une chaleur qui ferait fondre le cuivre en quelques secondes. La conclusion du rapport a été vidée par une seule phrase, « Analyse chimique inconclue ». Inconclu signifiait ceci. Nous avons trouvé quelque chose qui n'a pas de sens, alors nous allons faire semblant de ne pas avoir vu. L'article, quand il a été finalement publié en 2013, 5 ans plus tard, avait une conclusion curieuse. Impossible de dater avec précision. Nécessite une enquête additionnelle. Traduction. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas comment cela a été fait. Et malheureusement, nous ne pouvons plus l'ignorer. Mais ils ont ignoré quand même, parce que si cela était construit par les Égyptiens, cela signifiait qu'ils avaient une technologie d'excavation qui ne devrait pas exister en 1200 AVJ-C. Avez-vous remarqué dans les commentaires des vidéos précédentes, toujours la même question, des arbres géants pétrifiés? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un mème au sein de la communauté de l'histoire alternative. Des arbres géants du passé. Techniquement, ce n'est pas un mème. C'est une spéculation basée sur des fossiles réels. En 2003, un fossile a été découvert dans un lit rocheux au Maroc. Diamètre 3 mètres. Âge enregistré 200 millions d'années.
Les paléontologues le décrivent comme un tronc fossilisé de conifères géants. Mais voici ce qui dérange. Des dépôts d'arbres pétrifiés de taille anormalement grande entourent la vallée du Nil. Coïncidence? Peut-être? Ou, et ceci est une pure spéculation scientifique, si ces arbres ont réellement existé, et si la logique de certains théoriciens est correcte, cela signifierait que la biologie de l'Égypte était radicalement différente il y a quelques milliers d'années. Pas 200 millions d'années, quelques milliers. Et si la biologie était différente, la chimie l'était aussi. L'atmosphère l'était aussi. Parce que dans des conditions atmosphériques différentes, ce qui est impossible devient possible. Des structures qui sembleraient magiques ne seraient que de l'ingénierie. Pensez à ce que vous respirez maintenant. 21% d'oxygène. L'oxygène en excès cause un vieillissement accéléré. Il oxyde tout. Mais il y a 3000 ans, en 1200 AV/JC, l'atmosphère contenait 18% d'oxygène. Moins. Beaucoup moins, ce qui signifie que les corps vieillissaient 30% plus lentement. Les processus métaboliques étaient plus lents. La fatigue musculaire prenait le double du temps. Soudain, ce travail impossible devient 40% plus viable. Pas facile, mais viable. Les Égyptiens n'étaient pas des super-humains. Ils respiraient juste un air différent. Revenons à la question originale. Pourquoi n'auriez-vous pas survécu 24 heures dans l'Égypte de 1200 AV/JC? La réponse n'est pas la chaleur, ce n'est pas l'eau, c'est ceci, le champ magnétique de la Terre. En 1200 AV/JC, le champ magnétique était 15% plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Cela signifie plus de radiation ultraviolette pénétrant la surface. Cela signifie une exposition solaire 3 fois plus intense. Votre peau brûlerait en 15 minutes. Vos yeux deviendraient flous en 45 minutes. Votre système immunitaire s'effondrerait en quelques heures. Vous ne mourriez pas de soif. Vous mourriez parce que le corps humain moderne n'est pas acclimaté à cette radiation-là. Mais voici l'étrangeté. Les Égyptiens ont vécu là pendant 3000 ans. Ils ont construit des villes entières. Prospéré? Non. Parce que les registres montrent une chose, le cancer de la peau, documenté chez les momies de la période, détectable, la cataracte, la cécité, le vieillissement accéléré. Les Égyptiens vivaient, mais ils payaient un prix génétique. Chaque génération devenait plus faible. Chaque génération vivait moins. Pendant ce temps, ils continuaient de construire. Des études génétiques récentes sur des momies de la 18e dynastie ont révélé quelque chose d'impossible. Des mutations dans les gènes de réparation de l'ADN que nous ne voyons normalement que chez les survivants d'accidents nucléaires modernes. Les Égyptiens n'étaient pas seulement en train de mourir. Leur code génétique était en train d'être réécrit par l'environnement d'Abou Simbel. Ils faisaient la course contre leur propre extinction biologique. Des temples plus grands, des structures plus complexes, comme s'ils savaient qu'ils avaient peu de temps, comme s'ils étaient dans un compte à rebours. Et voici le détail final que personne ne connecte. Les temples construits durant cette période n'étaient pas des temples pour l'adoration commune, c'étaient des structures avec des chambres de résonance souterraines, des chambres qui amplifient le son à des fréquences spécifiques. Cette fréquence de 7 Hz est la même que la résonance de Schumann, le battement de cœur de la Terre. En accordant leur temple sur cette fréquence, ils ne priaient pas. Ils essayaient de stabiliser leur propre champ magnétique autour de leur corps pour survivre à la radiation externe. Les temples étaient des boucliers électromagnétiques, entre 7 et 13 Hz, la même fréquence que le cerveau humain produit dans des états de transe profonde. Les Égyptiens construisaient des machines d'induction de transe, des stockeurs de quelque chose que je ne peux nommer sans paraître fou. Mais ils construisaient comme s'ils savaient qu'ils n'avaient qu'une génération pour terminer.
Alors, laissez-moi vous poser une question finale, et je vous demande d'y penser quand vous éteindrez cette vidéo. Si les Égyptiens vivaient sous une radiation croissante, si leurs gènes dégénéraient, si chaque génération était biologiquement plus faible, pourquoi ont-ils continué à construire? Pas parfois. Les textes religieux ont été réécrits pour refléter l'urgence, pas la dévotion, pas par vanité. Les archives montrent qu'ils savaient qu'ils ne vivraient pas pour voir la fin. Il y avait une raison si importante qu'elle compensait l'empoisonnement lent. Et cette raison, je crois, est à Abou Simbel, dans cette chambre de 36 mètres de profondeur, celle qui a été découverte et immédiatement enterrée de nouveau dans les archives scientifiques. Parce que si elle n'a pas été construite par les Égyptiens, si elle est beaucoup plus ancienne, si elle a été exploitée par eux, alors nous regardons la preuve que quelque chose d'autre planifiait à long terme. Quelque chose qu'ils servaient, quelque chose qu'ils protégeaient. Parce que si vous regardez les registres finaux, avant qu'Abou Simbel ne soit scellé, il y a des inscriptions qui n'ont pas de sens, des instructions de maintenance, des feuilles de route de vérification, comme si le temple était une machine qui devait être vérifiée régulièrement, des bougies qui devaient être allumées, de l'eau qui devait couler, des chambres qui ne devaient être visitées que durant des alignements spécifiques de Mars. Mars, une planète qui n'a pas d'importance religieuse prouvée en Égypte. Mais Mars a quelque chose que l'Égypte de 1200 avec JCC avait aussi, une atmosphère raréfiée et de hauts indices de radiation. Abou Simbel serait-il un prototype de survie pour un environnement planétaire que nous ne comprenons pas encore? Mais il a été central dans ses instructions finales. Il y a 3000 ans, il surveillait Mars. Vous pensiez connaître l'histoire de l'Égypte? Peut-être la connaissiez-vous, mais ce n'était pas l'histoire entière, et possiblement elle ne l'est toujours pas. Ces 15 dernières années, des archéologues indépendants ont documenté 47 artefacts dans des musées égyptiens qui n'apparaissent pas dans les catalogues officiels. 47. Enregistrés dans des collections privées, mais disparus des archives publiques. Aucun d'entre eux n'a été photographié, aucun n'a été daté. Lorsqu'on les interroge, les directeurs de musées citent une réorganisation des collections depuis 15 ans, une réorganisation qui dure une décennie et demie. Pendant ce temps, une chambre à Abou Simbel reste fermée, pas par manque d'intérêt, mais parce qu'il y a quelque chose là que quelqu'un ne veut pas que vous voyiez. Et peut-être est-ce exactement pour cela que vous n'avez jamais entendu cette histoire auparavant. Mais voici la question finale que je vous laisse. Si Abou Simbel est une machine, et si les instructions de Mars étaient réelles, que se passe-t-il quand le prochain alignement arrivera? Les registres que la science officielle a cachés pendant 15 ans suggèrent que nous ne regardons pas le passé d'une civilisation morte, mais un manuel de survie pour notre futur. Si vous entriez dans Abou Simbel aujourd'hui avec la bonne connaissance, trouveriez-vous une tombe ou un interrupteur encore allumé? La réponse peut se trouver dans les 47 artefacts disparus. Ou peut-être se trouve-t-elle dans votre propre perception de la réalité à partir de maintenant? Si vous avez senti que quelque chose dans cette histoire a résonné avec ce que vous avez toujours suspecté sur l'Égypte, laissez votre commentaire ci-dessous. Je lis chaque théorie, parce que c'est là, dans les questions qui ne devraient pas être posées, que la vérité a l'habitude de se cacher. Merci d'avoir regardé Horizon Francis. L'histoire officielle n'est qu'une suggestion. La vérité est létale. Au prochain mystère.